of the Collapse. Bienvenue à l'économie du déclin. Aujourd'hui, l'identité numérique, liberté d'expression et l'avenir de la dissidence. Ça, c'est l'emphase sur laquelle on va vouloir passer un petit peu de temps. Depuis quelques années, là, on nous parle de l'identité numérique. Et évidemment, là, vous vous en doutez, on nous parle de ça positivement. On nous dit là que c'est pour simplifier notre vie. On nous dit que c'est pour lutter là, contre toutes sortes de malversations. On nous dit que c'est pour protéger les enfants, évidemment. Ça, c'est un petit peu comme de la tarte aux pommes chaude, hein, qui est contre une bonne tarte aux pommes bien chaude. On nous dit que c'est pour rendre l'Internet plus sécuritaire. Et honnêtement, une partie de ces arguments est probablement valable et est valable. Mais je pense que nous posons la mauvaise question. La question n'est pas « Est-ce que l'identité numérique est utile? » La question est « Que se passe-t-il lorsque l'identité numérique est combinée à des restrictions grandissantes sur les discours permis? » Parce que l'histoire nous enseigne quelque chose d'important. Les plus grandes limitations à la liberté arrivent rarement en annonçant qu'elles vont limiter la liberté. Elles arrivent au nom de la sécurité. Hein? Si vous avez écouté des films, vous avez remarqué souvent dans les films, dans l'histoire, là, c'est ça, on parle de sécurité, de protection, de bien commun. Hein? Souvent, il y a un angle particulier. On veut lutter contre un problème réel ou un problème qui est politiquement fabriqué. Et c'est précisément ce qui rend difficile à remettre en question ces choses-là. Je vais commencer par quelque chose qui surprendra là, peut-être certaines personnes. Puis, moi, là, je suis pas ici pour défendre un Internet là, totalement anonyme. Bien au contraire, là, je pense que l'anonymat complet crée aussi des problèmes et particulièrement actuellement, il y a énormément de diffamation qui se fait avec des gens qui se cachent derrière des profils, des faux comptes, des profils anonymes pour ainsi contourner la loi, tenter d'échapper à la loi et de ne pas recevoir un huissier pour diffamation et d'être poursuivi devant la cour pour diffamation. Il y a énormément de harcèlement aussi qui se produit avec des comptes anonymes et tout ça. Il y a des campagnes orchestrées de salissage et évidemment, ces faux comptes-là, certains individus peuvent avoir des dizaines, des vingtaines de faux comptes qu'ils entretiennent et tout ça. Et là, ils peuvent mobiliser ces faux comptes-là pour faire des sortes d'attaques de salissage et influencer les algorithmes en faisant croire qu'il y a plein de gens qui sont intéressés par ce qu'ils disent et ça donne plus de visibilité à leur campagne de salissage et à leurs accusations mensongères. Il y a aussi énormément d'usurpation d'identité en ligne. Ça aussi, ça peut faire beaucoup de dommages. Et j'ai moi-même vu à quel point là, il est très difficile de poursuivre des individus qui se cachent derrière des profils anonymes et ça prend des mandats de perquisition avec les forces policières et tout ça. Et heureusement, jusqu'à un certain point, là, ils peuvent intervenir, mais c'est quand même beaucoup plus difficile et ça empêche là, d'intervenir rapidement et en amont pour faire cesser ces choses-là. Donc évidemment, dans une société libre, là, la responsabilité existe, hein, donc c'est important. Si quelqu'un détruit volontairement votre réputation par des mensonges, il faut pouvoir tenir cette personne-là responsable. Hein. Donc moi, là, mon inquiétude aujourd'hui, elle n'est pas là du tout. La vraie question, elle est beaucoup plus profonde. Que se passe-t-il lorsqu'un gouvernement, directement ou indirectement, obtient la capacité d'identifier pratiquement tous les participants au débat public? Parce qu'une fois que l'identité est vérifiée, quelque chose change fondamentalement. Les propos ne sont plus séparés de l'identité. Ils deviennent rattachés à une personne réelle. Et cela modifie profondément l'équilibre entre le citoyen et l'État. Et c'est ici que les institutions deviennent importantes. Beaucoup de Canadiens croient que nous avons les mêmes protections que les Américains, et ce n'est pas vrai. Les États-Unis ont été construits sur une profonde méfiance envers le pouvoir central. Le premier amendement est extraordinairement robuste. L'État américain dispose de beaucoup plus de pouvoir pour
de beaucoup moins de pouvoir, pour limiter les opinions politiques. Le principe de base est simple. Le gouvernement ne devrait pas décider quelles opinions sont acceptables. Le Royaume-Uni d'Australie et plusieurs pays du Commonwealth fonctionnent différemment en raison de leur histoire, parce qu'ils sont ce qu'on appelle des régimes de type Westminster. Ce sont des anciennes colonies britanniques organisées selon ça. Pour s'en convaincre, au Canada, on a encore un gouverneur général qui représente le roi ici au Canada quand même. C'est lui qui a la grosse maison. Au Canada, c'est lui le chef de l'État officiel, en fait. Donc, oui, il y a des droits, mais les gouvernements disposent généralement de davantage de latitude pour imposer des restrictions lorsqu'ils estiment eux-mêmes agir dans l'intérêt public. Au Canada, il y a une charte, ça protège la liberté d'expression, mais ça prévoit également des limites dites raisonnables. Évidemment, il y a tout un débat sur qu'est-ce qui est raisonnable et ça change dans le temps. Cette différence institutionnelle, là, elle est fondamentale. Pensez par exemple aux États-Unis, il n'y a aucune façon de désarmer les citoyens parce que la Constitution protège le droit aux armes à feu, alors que les régimes de Westminster ont principalement terminé de démanteler finalement les propriétaires d'armes à feu privées là, et tout ça. Au UK, ça fait déjà un bon bout de temps. Au Canada, on s'y attaque de plus en plus. On rend la vie très difficile aux propriétaires d'armes légales, même s'ils ont un permis et tout ça. Et justement, le fait d'avoir un permis, ça démontre qu'on demande une permission, alors qu'aux États-Unis, c'est votre droit inhérent d'avoir une arme à feu pour protéger votre famille et votre propriété. Nous ici, les gouvernements changent, les idéologies changent, les priorités changent et les définitions changent dans le temps. Et pensons-y, là, c'est encore dans le code criminel, la sodomie, c'est encore illégal. Évidemment, la jurisprudence a fait en sorte que l'article n'était plus applicable, mais il faut ouvrir un code criminel et l'article est là. Et ça fait juste nous rappeler qu'il y a déjà été un temps où, pas si longtemps, que c'était criminel. Donc ça change dans le temps les définitions de qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça va être la même chose pour les discours une fois que les mécanismes sont en place pour les contrôler. Et les définitions de ce qui constitue un discours acceptable vont changer et changent. Aujourd'hui, certaines idées sont considérées normales et demain, elles peuvent soudainement devenir controversées. Et après-demain, elles pourraient devenir interdites. Le problème n'est pas nécessairement la définition actuelle. Le problème est qui contrôlera la définition du futur à partir du moment où on va leur en donner le contrôle. L'un des plus vieux principes de la politique est que le pouvoir commence souvent par le contrôle du langage. Qui définit ce qui est haineux, extrémiste, acceptable, dangereux, des informateurs? La plupart des régimes autoritaires vont contrôler justement les discours politiques. Et on va souvent reformuler là, les opposants, que ce soit c'est des terroristes ou c'est de la corruption, et on va purger comme ça l'opposition, etc. La plupart des gens s'entendent pour dire que certains discours sont inacceptables. Là, c'est évident qu'il y en a des discours qui sont complètement inacceptables. Si par exemple vous dites des trucs comme l'Holocauste est merveilleux, on aime ça, évidemment, ce sont des discours qui sont inacceptables. On parle de trucs qui sont complètement grotesques. Mais là, si on regarde au UK, si vous remettez en question des politiques publiques d'immigration massive, ben là, ça peut devenir haineux. Si vous dites, un instant, il y a une surreprésentation dans ce qu'on appelle les gang rapes au UK, dans certaines villes, de réfugiés politiques qui viennent d'arriver ici et qui violent principalement des jeunes filles blanches dans ces villes-là dans lesquelles ils arrivent. Ben ça pourrait être raciste. Mais là, vous parlez de statistiques. Vous demandez des comptes à votre gouvernement. Ça, c'est raciste. Vous pouvez être interpellé. Donc là, attention. Ici au Canada, on vient de passer la loi C9. On dit, si vous lisez certains passages de la Bible, ça pourrait être considéré comme haineux. Mais attention. Donc là, les frontières évoluent constamment et elles vont continuer d'évoluer ensuite.
Et là, lorsqu'elles évoluent, les conséquences peuvent être importantes, parce qu'une fois l'identité liée au discours, les mécanismes de contrôle deviennent beaucoup plus puissants. Pendant des décennies, les médias traditionnels contrôlaient pratiquement tout le débat public. Hein? Les journaux, la télévision, la radio, les grandes institutions. Là, au Canada, on a des Radio-Canada, par exemple, qui, ad nauseam, vont nous parler que le multiculturalisme, c'est merveilleux, puis il en faut plus, puis on en a besoin, puis la représentativité des différents groupes sociaux, etc. Radio-Canada, c'est dans son mandat. Hein? Puis Internet est arrivé. Pour la première fois, un citoyen ordinaire pouvait dire « Hey, un instant, c'est quoi ça le multiculturalisme? Ça m'intéresse pas. » Il peut publier, il peut enquêter, il peut critiquer, il peut faire des recherches, il peut s'organiser, il peut mobiliser des gens sans demander de la permission. Internet a démocratisé la parole. C'est probablement l'un des plus grands bouleversements politiques des 200 dernières années. Et ça inquiète beaucoup la gauche, hein? Parce que finalement, les discours de droite qui remettaient en question justement l'immigration massive ou, par exemple, le multiculturalisme ou la discrimination positive contre les Blancs, les hommes blancs, par exemple, mais ça, c'était balayé sous le tapis par des Radio-Canada ou des grands journaux là, pouvant être subventionnés. Mais, là, soudainement, les gens peuvent en parler sur Internet. Mais maintenant, là, imaginons un monde où chaque utilisateur doit prouver son identité. Passeport, permis de conduire, reconnaissance faciale, identité numérique, vérification bancaire. Encore une fois, là, il peut exister de très très bonnes raisons. Ça, c'est tout à fait vrai, là. Ça va vraiment limiter la diffamation. Donc ça peut être une très très bonne raison. Mais une conséquence demeure. La capacité d'identifier les individus augmente considérablement. Et si c'est bon pour des particuliers de pouvoir identifier les gens qui font de la diffamation, ça devient aussi bon pour l'État de les identifier pour ensuite les interpeller s'ils ont des discours anti-étatiques. Et lorsque une capacité augmente, une question devient incontournable. Quel garde-fou empêche un usage abusif dans le futur? Par exemple, on vient de voir là, dans plusieurs services de police, il y a des policiers qui se font prendre parce qu'ils utilisent les systèmes de recherche de policiers pour une belle-sœur, un beau-frère, un ami qui veut avoir des informations, une nouvelle blonde, etc. Certains se font prendre, beaucoup ne se font pas prendre, mais quels sont les mécanismes là, pour contrôler ça? Puis mon inquiétude, là, évidemment, c'est pas que les enfants soient protégés. En fait, je pense que les études empiriques sont claires que les enfants et les médias sociaux, ça va pas bien ensemble. Puis pas uniquement pour des raisons de... il peut y avoir des prédateurs là-dessus, mais pour le développement du cerveau. Mon inquiétude est pas évidemment qu'on réduise les malversations puis la diffamation. Je pense que ça va être une bonne chose. Mon inquiétude est ailleurs. C'est que l'identification numérique arrive au même moment où les gouvernements occidentaux discutent de plus en plus des limites acceptables du discours. Et cette combinaison-là mérite réflexion parce que je ne crois pas que c'est un hasard. Parce que lorsqu'on augmente simultanément la capacité d'identifier, de surveiller, là, imaginez-vous, on va avoir des robots AI qui vont pouvoir surveiller tout ça et tracker chaque commentaire, chaque mot, sans effort, chaque vidéo, chaque photo. Capacité aussi ensuite de sanctionner tout ça. Et là, on le voit, là, des gens qui se font arrêter pour avoir remis en question l'immigration trop rapide. Ben là, les institutions doivent être exceptionnellement solides là, dans un contexte comme celui-là. Et c'est ici que j'arrive à la question centrale de cet épisode. Là. Les démocraties occidentales disposent-elles de suffisamment de garde-fous? Les États-Unis possèdent des protections constitutionnelles très fortes. Le Canada, le Royaume-Uni en possèdent également, mais elles sont beaucoup plus faibles et différentes et beaucoup plus malléables à travers le temps, un peu comme de la plasticine. Et certains observateurs soutiennent que ça offre une marge de manœuvre beaucoup plus grande au gouvernement. Et on le voit là avec Marc Carney, un gouvernement qui est très autoritaire, passe des lois sous bâillon, se met en huis clos et une caméra dans des comités quand on fait des recherches sur ce qu'il fait. Ça va être très difficile d'avoir des réponses à toutes ces questions-là. Est-ce qu'on est certain que nos institutions sont actuellement assez solides pour résister à d'éventuels abus futurs de nos gouvernements pour justement silencer des gens qui ont d'opposition? On a quand même vu que le convoi liberté, que ça peut aller loin. Hein? Qu'est-ce qui empêche que ça se reproduise et à plus grande échelle? Et je crois pas qu'aujourd'hui on a ça. On n'a certainement pas ça avec ce gouvernement-là libéral. Peut-être pas que le prochain. Peut-être pas celui avec celui dans 20 ans. Parce que les conditions et les libertés ne sont pas conçues pour les bons gouvernements.
elles sont conçues pour limiter les mauvais. Et chaque société libre fait face au même paradoxe. Nous voulons plus de sécurité, plus de protection, moins de criminalité, moins de malversation, mais chaque mécanisme qui augmente la sécurité peut aussi augmenter le contrôle, et chaque mécanisme qui augmente la responsabilité peut aussi augmenter la surveillance. Et chaque mécanisme qui réduit l'anonymat peut aussi réduire la liberté de contestation. Et c'est ça mon point central au niveau politique. Contester pacifiquement des politiques publiques, c'est important. L'enjeu n'est donc pas de choisir entre la liberté et la sécurité. L'enjeu est de trouver un équilibre. Et la question qu'on doit se poser, c'est pas est-ce que vous êtes en faveur de la protection des enfants? Évidemment, tout le monde l'est. La question n'est pas êtes-vous contre les malversations? Évidemment, tout le monde l'est. La question, c'est quel mécanisme empêche qu'un système conçu aujourd'hui pour protéger les citoyens soit utilisé demain pour limiter davantage les citoyens? Voilà la question qui mérite d'être posée. L'identité numérique, là, ça peut résoudre des problèmes réels. Elle peut réduire certaines malversations, on peut réduire des abus, la diffamation en ligne, le harcèlement. Ça peut rendre certaines personnes responsables de leurs actes, ça c'est bien. Mais ça augmente aussi le pouvoir des institutions. Et chaque fois que le pouvoir institutionnel augmente, une démocratie mature devrait se poser des questions. Parce que quand on regarde la Chine, puis le crédit social chinois, puis qu'on marche dans cette direction-là, définitivement, il y a des questions à se poser. Parce que les sociétés libres ne sont pas jugées lorsqu'elles protègent les opinions populaires. Elles sont jugées lorsqu'elles protègent les opinions impopulaires. Elles sont jugées lorsqu'elles protègent la dissidence politique. Elles sont jugées lorsqu'elles protègent le droit de remettre en question ceux qui exercent le pouvoir. Et c'est précisément pourquoi les garde-fous comptent autant. Le véritable enjeu n'est peut-être pas l'identité numérique. Le véritable enjeu est de savoir si nos institutions sont suffisamment fortes pour protéger la liberté lorsque la technologie rend la surveillance plus facile qu'elle ne l'aura jamais été.